Donc, nous vous laissons maintenant la parole. Je vous laisse vous présenter brièvement, puis attaquer la conférence et on fera une session de questions-réponses après pour celles qui n'ont pas été posées par mail et qui auront été traitées au cours de la conférence. Je vous passe la parole. Merci à vous. Parfait. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Chloé Blum. Je suis médecin MPR, donc médecine physique et réadaptation. Et je vais vous parler aujourd'hui de tous les aspects au niveau de la vie sexuelle et de la vie intime que peut entraîner la sclérodermie, la pathologie dont vous êtes atteint ou votre compagne ou compagnon est atteint. Comme ça vous permettra de faire un petit point global sur tous les aspects qui peuvent être impactés. Alors, hop, est-ce qu'on attend encore un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle d'attente là? Ou on commence? Non, je pense que ça devrait pouvoir aller parce qu'ils vont rentrer de toute Ils vont façon. rentrer. Alors, on Oui, les laisse oui, rentrer tranquillement. oui, oui, allez-y. Alors, d'abord, il faut savoir que au niveau de la fonction sexuelle, c'est pas juste un problème physique, d'accord? Et vous l'avez bien en tête, c'est un agrégat de choses, c'est-à-dire des choses physiologiques, donc vraiment physiques, avec la gestion neurologique, les muscles, les vaisseaux et tout ça, mais psychologique aussi et environnementale. D'accord? C'est pour ça qu'on va faire un petit point global à chaque fois qu'on va parler des différents troubles. Dans la sclérodermie, malheureusement, il n'y a aucune donnée de la littérature. Aucune. Alors, quand j'avais fait la... On n'a plus votre son. Alors, Pardon. pourquoi? Voilà, c'est bon, merci. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est bon, vous pouvez y aller. OK. Donc, je disais juste qu'il n'y avait pas de données au niveau de la littérature. Alors, hop. Et donc, bien évidemment, c'est sous-diagnostiqué, mais pourquoi? Alors, vous ne m'entendez pas Oui, 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 oui. On entend avec un écho, mais ça va. Ouais. Alors, non, on va enlever l'écho parce que ça... Voilà. Donc, ils sont sous-diagnostiqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, très peu de médecins qui vous suivent, alors en général des rhumatologues, vous posent la question. En général, vous êtes suivi par des internistes ou des rhumatologues, et c'est encore une spécialité qui est très, très peu sensibilisée aux troubles génitosexuels, contrairement par exemple aux neurologues. Les neurologues, avec la sclérose en plaques notamment, on a fait un gros démarchage auprès des praticiens pour que finalement, ils posent de façon systématique les questions sur les troubles urinaires, fécaux et sexuels et que ça devienne maintenant la base de leur consultation. Ce qui n'est pas encore le cas au niveau des rhumatologues. Mais promis, ça commence à bouger et notamment grâce à l'ANPAR, vous savez, l'association de la polyarthrite rhumatoïde, qui fait un lobbying de fou et qui a fait un très très bon petit livret sur la vie sentimentale et sexuelle chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et qui ont un petit peu sensibilisé les rhumatologues à cette question de la sexualité. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dépeindre un petit peu tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la sclérodermie, mais surtout le message clé, c'est de vous dire qu'il faut l'aborder avec votre praticien. Ça, probablement, il ne saura pas quoi en faire, d'accord? Ça, il ne faut pas se leurrer, mais à minima, vous lui en parlez, ça le gêne un petit peu, mais au moins, il sait vers qui vous envoyer, d'accord? On ne reste pas comme ça, surtout, souvent, vous êtes des patients jeunes. La sclérodermie, ça vous touche jeune, c'est-à-dire que en pleine activité et en vie active sexuelle. Donc, on ne peut pas vous laisser comme ça traîner sans prise en charge. Alors que vous allez voir, il y a plein de solutions. D'accord? Alors, hop. Donc, je vais vous faire plein de petits rappels au niveau de toute la sexualité. D'accord? Parce que pour comprendre ce qui ne marche pas, il faut déjà qu'on comprenne comment ça marche au départ. Donc, on va parler des problèmes sexuels des hommes, mais on va parler aussi des problèmes sexuels des femmes. Et bien sûr, la prise en charge adéquate pour chaque. Alors, déjà, l'érection. Pour connaître un petit peu comment ça marche l'érection, elle a besoin de vaisseaux, de nerfs et de tissus musculaires. Et vous savez que avec les pathologies du tissu du collagène que vous avez,
on a et des problèmes de fibrose avec des rétractions, mais également des problèmes neurologiques où la commande en elle-même peut être atteinte dans la sclérodermie. Donc, bien évidemment, là, tout ce qu'on a de nécessaire à une érection peut être touché. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Vous voyez ma petite flèche ou pas? Oui, Ouais. oui, on la Alors, voit, il n'y a pas de problème. super. Alors, là, vous voyez une verge au repos. Là, elle est flaccide, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez les petits corps caverneux qui sont ici. Dans le pénis, c'est exactement comme un fusil, un corps de fusil. Il y a 2 corps caverneux qui sont à l'intérieur et un petit bulbe spongieux en dessous. Les corps caverneux, quand la verge est au repos, Tu veux que je fasse quoi? Alors, attendez. Oui. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, j'attends juste qu'elle... Voilà, super. Donc, au repos, il n'y a pas de sang. Vous voyez là, dans les corps caverneux, il n'y a pas de sang. Qu'est-ce qui se passe lors de l'érection? Le système nerveux envoie un signal, c'est le fameux NO qui a écrit, le monoxyde d'azote, qui va faire que les cellules des muscles s'ouvrent complètement, vont se dilater. Et regardez, là, quand il est en érection, vous avez vu les petits espaces sinusoïdes qui étaient tout vides ici, sont remplis de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang vient comme dans une éponge, mais il y a tellement de sang qu'il y a une hyperpression et le sang ne peut plus repartir parce que regardez là, la veine qui est au-dessus, au lieu d'être bien grosse comme ici, elle est écrasée contre l'albuginée, qui est une membrane qui est inextensible. Donc le sang vient, mais le sang ne peut pas repartir. D'accord? C'est ça le mécanisme de l'érection. Et dans une sclérodermie, il peut y avoir des problèmes au niveau des cellules musculaires lisses qui ne vont pas se dilater correctement. Donc, si elles ne se dilatent pas correctement, il ne va pas y avoir assez de sang qui va venir dans le pénis. Mais il peut y avoir aussi un problème carrément de la commande neurologique qui dit attention, dilate-toi. D'accord? Et vous pouvez aussi avoir des problèmes au niveau des muscles en eux-mêmes, puisque à la base du pénis, les hommes, ils ont un périnée exactement comme les femmes, qui leur permet justement que le sang vienne, et on fait comme un anneau, d'accord, constrictif, qui fait que le sang vient, mais le sang ne va pas repartir. Et dans vos pathologies avec le collagène, les muscles peuvent être un peu abîmés et beaucoup moins efficaces. D'accord? Ça, c'est au niveau de l'érection. Maintenant, au niveau de l'éjaculation. Alors, l'éjaculation, c'est 2 phases. C'est l'émission, ça veut dire qu'on fabrique du sperme avec plusieurs ingrédients. Et là, regardez, je vais vous mettre là, la phase d'émission, c'est ça. Là, vous voyez, c'est la vessie en haut. Là, c'est la prostate. Tac. Et vous voyez le tuyau. Le tuyau, c'est l'urètre. C'est le trou par lequel vous faites pipi, messieurs les hommes. Bam, et après, il va dans le pénis. Donc, il y a du sperme qui vient ici, d'accord, qui se remplit. Ça, c'est l'émission. Et après, l'expulsion, c'est quoi? C'est que le tractus de l'urètre va se contracter très fort et les muscles également vont se contracter très fort pour que l'éjaculation puisse avoir lieu de façon pulsatile, c'est-à-dire qu'elle est en plusieurs fois comme ça. D'accord? Donc, là aussi, comme c'est contrôlé par le système nerveux central, le système sympathique et parasympathique, c'est des gros mots pour dire que c'est le système nerveux autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne décidez pas, c'est votre cerveau qui décide tout seul. Et bien ça peut être atteint dans la sclérodermie, le système sympathique et parasympathique. Et comme vous avez vu, là, je vous ai expliqué qu'il y a plein de muscles qui interviennent. De la même façon qu'avec l'érection, les muscles nous étaient utiles, ben là aussi, les muscles nous sont utiles. S'il y a un problème musculaire, on n'aura pas d'éjaculation correcte. C'est-à-dire qu'elle peut rester dans la prostate, même elle peut remonter dans la vessie plutôt que de descendre, et même elle peut sortir complètement, mais au lieu d'être pulsatile, elle peut être baveuse. D'accord? Ça, c'est tous les problèmes d'éjaculation qu'on peut avoir dans le cadre de la sclérodermie. Alors ça, je vous montre un petit peu ce que c'est qu'un rapport sexuel. Alors, ça, vous voyez ce petit schéma, c'est assez schématique. C'est Masters and Johnson qui ont créé ça. En fait, Masters and Johnson, c'est des sexologues qui ont fait, c'est les premiers et les derniers d'ailleurs, qui ont fait des grosses études sur l'humain, sur la sexualité, mais en analysant tout. Hein. Ça serait tout à fait interdit maintenant. Ils ont mis des capteurs sur des gens qui faisaient l'amour, enfin, voilà, des choses que les comités éthiques actuels nous autoriseraient absolument pas à faire. Mais ça nous permet d'avoir des informations pas trop mal. C'est-à-dire qu'on voit que ça, le bleu, c'est l'homme et la femme, c'est le rose, là. Donc, là, en hauteur, c'est le plaisir. Là, sur la flèche d'en bas, c'est le temps.
Donc, un homme, vous voyez, qui s'excite très, très rapidement, d'accord? C'est-à-dire qu'il va avoir une érection très rapide. Ça, c'est le temps qu'il veut que dure le rapport sexuel. Et après, tac, il va y avoir un orgasme. Et après l'orgasme, qu'est-ce qui se passe? Le pénis, hop, enlève son érection et il redevient flaccide, d'accord? Comme on l'a vu tout à l'heure. Une femme, en revanche, vous avez vu là, l'érection chez un homme, la durée moyenne pour avoir une érection, c'est 2 minutes. Alors qu'une femme, vous voyez là, pour atteindre son plateau d'excitation, c'est beaucoup plus long. C'est 20 minutes. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour que vous puissiez bien vous rendre compte qu'il y a de fait une différence entre les hommes et les femmes, d'accord? On le veuille ou non, il y a une grande différence, notamment sur l'excitation. Et d'où l'intérêt des préliminaires. C'est un très moche nom parce que finalement, c'est pas vraiment un préliminaire. Un préliminaire, ça voudrait dire que c'est finalement pas si important que ça. Bah si, c'est quand même très important, d'accord? C'est quand même très, très important parce que ça nous permet justement que votre corps soit accessible au plaisir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que la femme elle est excitée, là aussi, il va y avoir un plateau. Et une femme, en revanche, contrairement à l'homme, elle est multi-orgasmique, c'est-à-dire qu'elle peut avoir plusieurs orgasmes d'affilée. D'accord? Alors, bien sûr, ça, c'est quand tout va bien. D'accord? C'est quand tout va bien. Et justement, on va voir dans quelle mesure, chez vous, chez les patients avec une sclérodermie, ça peut être atteint. Il y a plusieurs problèmes d'ordre sexuel qui peuvent être entraînés par cette maladie. Et là, je vous ai mis les troubles primaires, les troubles secondaires et les troubles tertiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les troubles primaires, c'est vraiment la maladie en elle-même, la réponse sexuelle. Chez vous, c'est par exemple la pathologie des nerfs. Vous, on sait que les nerfs peuvent être abîmés, donc rien que l'information et la commande au niveau du nerf peut être abîmée. Les troubles secondaires, c'est par exemple, j'ai une atteinte physique. J'ai beaucoup eu de questions par rapport à la sécheresse vaginale et au fait qu'il y avait une espèce de fibrose au niveau de la vulve qui provoquait des douleurs. Ça c'est secondaire. Et tertiaire, c'est par rapport à l'environnement. Parce que comme on l'a dit tout au début, la sexualité, c'est pas juste un truc physique, c'est un truc physique, c'est un truc mental, mais c'est aussi un truc qui est dépendant de l'environnement. C'est-à-dire que si on a des déficits de marche, ou qu'on est fatigable, si notre environnement n'est pas adapté, et ben là, on sera handicapé. Le handicap, il est lié à l'environnement et pas en soi, parce que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, si tous les trottoirs étaient adaptés avec des bateaux bas et qui puissent aller partout, finalement, il ne serait pas plus handicapé que nous, d'accord? Ça dépend de l'accessibilité et de l'adaptation. Donc ça, c'est pour vous dire tous les niveaux auxquels votre maladie, enfin, dans lesquels votre maladie peut engendrer des troubles, d'accord? Alors, chez les hommes, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer? Alors, bien sûr, les troubles érectiles. Donc, on l'a dit. D'abord, parce qu'il y a un problème de commande neurologique, mais également parce que vous savez que dans la sclérodermie, il peut y avoir une oblitération vasculaire, c'est-à-dire que les vaisseaux, au lieu d'être bien Oh, Elsa, you look different. It's a good difference. And this place. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Il peut y avoir aussi une fibrose des corps caverneux. Vous savez, les 2 corps de fusil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, qu'est-ce que ça provoque? Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir avoir une dilatation correcte et donc l'érection. C'est que, alors en fait, il y a l'autre qui m'enlève très souvent mon micro. Une erreur de manipulation. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Non, non, coupe le micro à certaines personnes, ça saute. Donc, Ouais, c'est pas grave du tout. Alors, et ce qui peut être responsable du fait que même si on a une érection correcte, et ben finalement, la taille du pénis va être réduite parce qu'il y a finalement une fibrose progressive et que malgré le fait que le sang vienne, et ben, la fibrose fait que la taille a diminué. Il peut y avoir des troubles de l'éjaculation, comme je vous l'ai dit, comme
la sclérodermie peut toucher le système nerveux autonome, celui que vous ne contrôlez pas, et ben finalement, de fait, ça peut perturber le contrôle volontaire de l'éjaculation. Alors, les femmes, principalement dans la sclérodermie, on décrit une sécheresse vaginale. Alors ça, c'est quasiment 90% des gens chez qui on pose la question. Donc, ça veut dire, comme on l'a dit, c'est pas beaucoup de personnes à qui on pose la question. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne des dyspareunies superficielles et profondes. Alors, c'est quoi ce mot moche? Ça veut juste dire que lors des rapports sexuels, eh ben, vous avez mal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir mal soit en superficie, d'accord, vraiment à l'entrée, soit en profondeur. Parce qu'il peut y avoir et une sclérose superficielle, c'est-à-dire une finesse de la peau qui est un peu plus fragile, et même à l'intérieur, il peut y avoir carrément des lésions de sclérose, comme vous en avez un petit peu partout dans votre corps. Il peut y avoir une baisse de la libido, et ça, on va un petit peu en parler plus profondément par rapport au mécanisme de la libido, comment ça marche pour pouvoir justement la réactiver. Parce que c'est ça le but d'aujourd'hui, vous donner quand même quelques clés pour améliorer votre qualité de vie sexuelle. D'accord? Alors, là, on va passer pas mal de temps au niveau de cette dia, puisqu'on va parler de tous les traitements pour les hommes. D'accord? Donc là, je vais vous faire tout dans l'ordre. Donc d'abord, un homme qui vient chez moi pour des troubles de l'érection ou des troubles de l'éjaculation ou des troubles de la libido, la première chose que je vais faire, c'est voir avec lui et refaire un petit peu d'éducation thérapeutique. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais leur expliquer exactement comme ce que je viens de faire à l'instant. Je vais leur expliquer comment marche une érection, comment marche une éjaculation, pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement et qu'on lutte contre les fausses croyances. Parce que la sexualité, c'est ça le plus gros problème, c'est les fausses croyances. D'accord? Donc, je vais d'abord parler de la libido. La libido, chez un homme, il a ça de testostérone. D'accord? Il est OP tout le temps. D'accord? C'est ça la grande différence. Vous allez voir tout à l'heure quand on va parler de la libido de la femme, nous, on a ça de testostérone, microscopique. Donc, ça ne suffit pas à créer du désir spontané. Alors qu'un homme, lui, il a plein de testostérone. Mais malheureusement, quand on a une pathologie chronique comme la sclérodermie, on a 1000 raisons d'avoir une libido dans les chaussettes. Déjà parce qu'on est fatigué, d'accord? Vous avez une grosse asthénie cognitive, parce que pour plein de raisons, d'accord? Vous avez plein d'autres idées en tête, notamment la gestion de votre maladie au quotidien, les adaptations que ça nécessite et tout ça. Vous avez une charge mentale quand même un peu plus costaud que la majorité des gens. Donc, vous êtes forcément moins disponible pour avoir une sexualité, en tout cas, plus fréquente. D'accord? Donc, ça, c'est le postulat de base, c'est la maladie chronique. Toute pathologie chronique entraîne une baisse de la libido, ne serait-ce que à cause de ce mécanisme. En plus de ça, en plus de la pathologie chronique en elle-même, il faut savoir que le cerveau d'un homme, il est là pour le protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Si le cerveau de l'homme considère qu'il y a un problème et que l'érection n'est pas efficace, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller à l'échec. Il va essayer de protéger l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la libido pour qu'il y ait moins d'envie, parce qu'on ne va pas l'envoyer au casse-pipe à chaque fois et pour qu'il ait à chaque fois un échec, un échec, un échec. Le cerveau, il est là pour le protéger. Donc, pas de libido. Et le problème, et ça, c'est le problème d'après, et c'est pour ça qu'on fait de l'éducation à la santé sexuelle, c'est que je leur explique, en fait, il veut vous protéger, donc il ne crée pas de libido, mais en même temps, il va créer ce qu'on appelle une angoisse d'anticipation. Un homme, s'il a eu 3 troubles de l'érection, ça suffit à créer un cercle vicieux pérenne d'angoisse d'anticipation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau va libérer de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qui est faite pour courir quand on est pourchassé. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'homme commence à avoir une érection, le cerveau se dit « oulala, attention, l'érection ne va pas tenir, l'érection ne va pas tenir ». Donc, il libère de l'adrénaline. Qu'est-ce qui se passe? Le sang, comme on doit courir, va partir du pénis et va aller dans le cœur et dans les jambes pour courir. Sauf que lors d'un rapport sexuel, on a tout sauf besoin de courir. D'accord? Mais l'érection, elle va tomber direct. Ça, c'est l'angoisse d'anticipation. Là, on en parle parce qu'on est dans la sclérodermie, mais c'est le cas pour tous les hommes.
d'accord? Malheureusement, 3 érections inefficaces suffisent à ancrer le cercle vicieux de l'angoisse-anticipation. D'accord? Donc, raison pour laquelle on leur explique comment ça marche, on les dédouane et on leur donne des exercices de sexo-corporel pour apprendre à respirer tranquillement, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. La cohérence cardiaque, c'est le fait de respirer tranquillement pour que votre cerveau croit que tout se passe bien. Comme votre cerveau a dit « Au secours, attention, l'érection ne va pas tenir, je libère de l'adrénaline pour courir, pour me sauver », si on respire calmement, on va envoyer une information au cerveau en lui disant « Tout est sous contrôle ». Donc, le cerveau va arrêter de libérer de l'adrénaline. Et donc, on va à minima arrêter le cercle vicieux par rapport à l'adrénaline. D'accord? Ça, c'est l'histoire de juste au niveau cognitif. D'accord? Après, il y a une tonne de solutions pour gérer les troubles de l'érection. La sexualité, j'allais dire malheureusement, mais heureusement pour les hommes, elle a été faite par et pour les hommes. D'accord? Donc, autant vous dire qu'on a une multitude de traitements pour les hommes et on n'a pratiquement rien pour les femmes. Je ne vous fais pas de teasing parce que vous allez voir tout à l'heure, mais vous allez voir que pour les hommes, j'ai une multitude de choses à leur proposer. Donc, d'abord, les traitements médicamenteux. C'est quoi? Eh ben, c'est tout ce qui est Viagra et cousin, d'accord? Alors, d'un point de vue tout à fait personnel, le Viagra, j'évite parce que le Viagra, il faut bien programmer, c'est-à-dire il faut le prendre juste avant un rapport sexuel, mais en même temps, il ne faut pas avoir mangé trop gras, il ne faut pas avoir bu de l'alcool parce que sinon, il n'est pas efficace. Donc maintenant, il y a des molécules qui sont bien plus efficaces que ça, qui sont soit à la demande, si on trouve que c'est plus simple, 1 heure avant, mais on peut manger tout ce qu'on veut, on peut avoir bu du vin chaud au marché de Noël, enfin, il n'y a pas de problème, d'accord? Ou alors, il y en a encore mieux qui sont à libération prolongée, c'est-à-dire qu'ils vont être efficaces sur 3 jours. Comme ça, on n'a plus besoin de programmer, de est-ce que je vais faire, est-ce que je ne vais pas faire, ou la frustration de j'ai pris mon comprimé, mais madame ne voulait pas, d'accord? Parce que ça, c'est aussi tout un environnement à prendre en compte. Donc, il y a des médicaments, tels le Cialis, le tadalafil, qui sont à libération prolongée. Comme ça, si on ne veut pas se poser de questions, on prend ce médicament tous les 3 jours et comme ça, on est couvert. Le médicament, il sert à quoi? Il sert à ouvrir, à forcer l'ouverture des vaisseaux. Comme je vous ai montré tout à l'heure pour l'érection, vous avez vu, les vaisseaux doivent s'ouvrir pour que le sang aille jusqu'au bout du pénis. Et bien là, ces médicaments vont faire exprès, bam, d'ouvrir les vaisseaux pour que justement, ça puisse aller jusqu'au bout. D'accord? Donc ça, c'est tous les médicaments. Seule contre-indication, un AVC de moins de 3 mois et un infarctus cardiaque de moins de 3 mois. Ce n'est pas à cause de la molécule, attention, c'est à cause du rapport sexuel en lui-même. Parce qu'un rapport sexuel, c'est du sport. Et oui. Donc, on dit que c'est l'équivalent de monter 3 étages très rapidement avec sa femme chronique et 4 étages si on a sa maîtresse ou si on a un orgasme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça qu'on ne veut pas que vous ayez de rapport sexuel dans les 3 mois après un infarctus, parce qu'on ne sait pas comment vous allez réagir. Donc, ce n'est pas vraiment le médicament qui nous pose problème, mais c'est vraiment l'activité physique. Une fois que le cardiologue nous dit il monte 4 étages sans souci 2 par 2, bon ben go, on peut y aller. D'accord? Ensuite, si les médicaments ne suffisent pas, on a le gel intra-urétral. Ça, c'est lui, là. Tac. Alors, en fait, on met le pénis, tac, vous avez vu en position verticale, on va mettre du gel dans l'urètre, donc dans le tuyau par lequel on fait pipi, et on va mettre le produit qui va venir tranquillement descendre dans l'urètre, et lui, ce sont des prostaglandines, il va permettre une érection directe au niveau de tout le corps, là, ici, qui est là, le corps spongieux, parce que là, vous avez vu le tuyau pour faire pipi, là, et donc ça va avoir une érection dans les à peu près 20 minutes. D'accord? Donc ça, c'est un traitement local. Si le médicament par la bouche ne marche pas, on peut prendre un traitement local. Si le Vitaros, donc le petit gel intra-urétral, ne marche pas, on peut faire une piqûre. D'accord? Alors, ça a l'air un peu foufou comme ça. Chaque fois qu'on dit ça aux hommes, je vais vous piquer dans le pénis, c'est très difficilement vécu. Mais finalement, dans la réalité, ça se passe hyper bien. C'est une piqûre microscopique comme les diabétiques. Et passer la limite, l'obstacle psychologique, ça marche très, très bien. L'intérêt, c'est que ça, même si on a des problèmes neurologiques très, très graves, si votre sclérodermie a complètement abîmé vos nerfs, eh ben, ça permet quand même une érection. D'accord? Par exemple, même les paraplégiques, c'est-à-dire où il n'y a même plus de connexion entre le cerveau et le pénis, on a une érection à cause de ça. Parce qu'en fait,
je mets le produit directement dans les cœurs caverneux et ça provoque directement une vasodilatation. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de commande volontaire, de je pense à quelque chose qui m'excite, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. D'accord? Si jamais la piqûre ne marche pas, ça veut dire que vraiment, là, on a un souci et que c'est irréversible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, vous les voyez, là, on peut mettre carrément une prothèse. D'accord? Une prothèse pénienne. Alors, la prothèse pénienne, c'est vraiment le bout du bout de la prise en charge. D'accord? Je vais vous donner encore 2 choses qu'on peut faire entre-temps. La prothèse, c'est vraiment quand rien ne marche du tout. Et vous voyez, là, il y a un petit peu de liquide qu'on va mettre dans la testicule du monsieur. Et là, on met ça à l'intérieur du pénis. Et en fait, quand il veut avoir une érection, il appuie sur son testicule. Le liquide vient dans les tuyaux ici. Et comme ça crée une érection. D'accord? Ça, c'est purement mécanique. Ça, c'est vraiment irréversible. Donc, c'est vraiment quand on ne peut plus rien faire d'autre. Là, vous voyez, la verge est en bas. Hop, là, j'ai la petite pression. J'appuie sur mon testicule. Et l'eau qui est là va venir, hop, se remplir là-dedans. Et pour qu'il y ait l'érection. Entre-temps, maintenant, on a quand même d'autres choses qui sont encore apparues. On a ici le vacuum. Le vacuum, c'est quoi? C'est une pompe à vide. En fait, c'est comme si on faisait un énorme suçon au pénis. C'est-à-dire qu'on va aspirer le sang de façon mécanique pour que justement tout le sang, comme maintenant vous savez comment l'érection marche, voilà, c'est pareil. J'ai besoin que le sang vienne jusqu'au bout, donc je vais aspirer le sang. Ça marche très très bien, comme c'est mécanique. On met un petit cock ring à la base du pénis, c'est-à-dire un anneau pour que le sang puisse venir, mais ne puisse surtout pas repartir, parce que c'est ça notre objectif. Et comme ça, après, quand on enlève la pompe, voilà, ça fait comme ça. C'est-à-dire, on a un pénis en érection avec un petit cock ring à la base. Ce qui est particulier avec le vacuum, c'est qu'on a une verge toute rouge, exactement comme l'histoire du suçon. D'accord? Vous voyez bien la tête d'un suçon. Ben voilà, le problème, c'est qu'il faut prévenir le patient parce que ça peut lui faire peur d'avoir une verge un peu rosée, violacée. D'accord? Et surtout, on a un pénis qu'on appelle en battant de cloche. C'est-à-dire que le pénis, normalement, il a une phase interne, une phase externe. Et tout est dur, et donc le pénis, il est comme ça par rapport au pubis, il est droit. Mais là, comme on a fait une érection que de la partie extérieure, eh ben, le pénis, il est droit, mais il va vers le bas, d'accord, en battant de cloche. OK? Autre thérapeutique, ça c'est notre révolution la plus récente, c'est les ondes de choc focal. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir qu'on va en parler aussi pour les femmes. C'est vraiment notre révolution de prise en charge sexologique et de douleur et de tout. En fait, on va créer des nouveaux vaisseaux. C'est-à-dire que pour les gens qui ont du cholestérol, qui ont bouché leur vaisseau à cause de leur cholestérol, qui ont de l'hypertension, donc l'hypertension, au lieu de bien se dilater les vaisseaux, ils vont se dilater pas beaucoup, puisqu'il n'y a pas de, comme il y a eu trop de force, il y a une fibrose autour, un peu comme dans tout ce qui est votre corps pour la sclérodermie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fait, c'est comme s'il y avait un bouchon sur l'autoroute. On considère que ces vaisseaux-là ne sont plus efficaces. Donc, les ondes focales vont nous créer des nouveaux vaisseaux. On fait ce qu'on appelle une néo-angiogénèse, des nouveaux vaisseaux, pour que finalement, les hommes aient des vaisseaux comme des adolescents, hop, qui sont bien dilatables et qui sont tout neufs. Donc, pas de gras, pas de tension, rien du tout, pour que la dilatation se fasse correctement. D'accord? Donc, vous voyez, on le fait. Là, vous voyez le pénis, vous avez vu, c'est une partie externe, mais aussi une partie interne. Donc, on met les ondes de choc depuis la partie interne, bien sûr, on va par en dessous les bourses, au niveau du noyau fibreux. Le noyau fibreux, c'est ce qui se trouve entre l'anus et les testicules, pour faire des vaisseaux dès le départ et sur tout le long du pénis. D'accord? Hop là. Donc, là, j'ai fait le tour au niveau des prises en charge des troubles de l'érection. Donc finalement, pour conclure sur cette page, le plus important, c'est l'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'on règle déjà beaucoup de problèmes d'ordre sexuel, rien qu'en expliquant à l'homme comment ça se passe, l'érection, l'éjaculation, pourquoi ça ne marche pas chez lui, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour lutter contre les fausses croyances. D'accord? Ce qu'il faut regarder chez vous, parce que vous êtes des patients avec des traitements chroniques, c'est la iatrogénie, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut entraîner des troubles de l'érection dans vos médicaments. La chance qu'on a, c'est que presque rien ne donne des troubles de l'érection chez vous. Et pour une pathologie chronique, je peux vous dire que c'est vraiment très rare. D'accord? En fait, vous avez vu, là, je vous les ai notés.
Donc, souvent, vous avez des IPP, d'accord, pour les reflux gastro-œsophagiens. Eux, il n'y a pas de problème d'érection. Pour le syndrome de Raynaud, vous avez deux types de médicaments. Les inhibiteurs calciques, oui, eux donnent des troubles de l'érection, amlodipine, nifedipine. Mais les IPDE5, que vous avez des fois justement pour le syndrome de Raynaud, eh ben, c'est nos fameux médicaments pour l'érection. C'est ce dont on a parlé. C'est les cousins du Viagra. Le sildenafil, c'est le Viagra. Le tadalafil, c'est le Cialis. Et en fait, pourquoi on vous les donne? Parce que quand vous avez le syndrome de Raynaud, vous avez des vaisseaux qui se vasoconstrictent et vous avez froid aux mains, vous avez les yeux, les doigts tout bleus parce que vos vaisseaux, se vasoconstrictent. Et donc, quand on vous donne ces médicaments-là, on fait la vasodilatation. Bah, vous imaginez bien que si je fais une vasodilatation des bouts des doigts parce que je vous donne un comprimé par la bouche, on fait aussi une vasodilatation au niveau du pénis. Et donc là, pour le coup, on est carrément à l'inverse, on est pro-érectile, on aide l'érection. C'est pour ça qu'en général, les rhumatologues qui posent un petit peu des questions orientées sur la sexo, si déjà il y a un syndrome de Raynaud, plutôt que de mettre un inhibiteur calcique en plus qui nous donne des troubles d'érection, eh ben on va lui donner un IPDE5 puisque ça va nous aider pour les deux, et le Raynaud et l'érection. D'accord? Vous avez souvent des ulcères digitaux, ben, ça ne donne pas de trouble de l'érection. La fibrose pulmonaire non plus, le nintédanib non plus, et tous les immunosuppresseurs ne donnent aucun trouble de l'érection ni de l'éjaculation pour les hommes, ni même, là je ne l'ai pas mis parce qu'on vient de faire les hommes, il faut savoir que chez les femmes, il n'y a aucune iatrogénie sexuelle, d'aucun traitement. Alors, hop là. D'abord, commencer par celle-là. Là, l'idée, c'est quoi? C'est pourquoi je peux avoir une baisse de la libido. Donc, on a un petit peu parlé pour les hommes, donc à cause des troubles de l'érection, d'accord? Et la fameuse angoisse anticipation. Maintenant, on va parler de tout le monde. C'est-à-dire que la maladie chronique, je vous ai dit, vous êtes épuisé, il y a une grosse fatigabilité cognitive, la médicalisation de la vie quotidienne, ça on l'a dit. Et il y a des choses dont on a parlé, c'est notamment l'image de soi. Dans une des questions qu'on m'a transférées cette semaine, il y avait justement une question comme ça très intéressante où on m'a dit, et c'est pour ça que je l'ai repris, j'ai un gros problème de confiance en moi parce qu'en fait, cette maladie auto-immune, le fait qu'on me dise que mon corps, c'est mon ennemi, finalement, qu'il y a une espèce d'auto-immunité, c'est-à-dire que mon corps se bat contre lui-même, et ben, pour elle, c'était compliqué de se dire qu'il y avait un ennemi en elle-même et que de fait, la confiance en elle était vraiment perturbée par rapport à ça. Après, vous avez aussi toutes les iatrogénies qui perturbent votre physique. C'est-à-dire les corticoïdes, quand vous avez des bolus de corticoïdes et que vous êtes gonflé comme ça, vous ressemblez à un écureuil fafa, forcément, l'image de soi, la confiance en soi et le fait qu'on ait l'impression d'avoir un sex appeal développé, c'est très compliqué. D'accord? Parce qu'avant de devoir plaire à quelqu'un, il faut d'abord se plaire à soi-même. D'accord? Donc, bien sûr, il y a l'histoire de la fatigabilité, mais ne serait-ce que physiquement, c'est compliqué. D'accord? Là, par rapport aux femmes, on fait un petit point sur la libido des femmes, parce que ça, la libido des femmes, ça, c'est tout un poème. Hein. Autant les hommes, je vous ai expliqué un petit peu rapidement, mais alors les femmes, c'est... Je vous explique pourquoi. Parce que même si on dit la sclérodermie, c'est une pathologie de femmes jeunes, de femmes et d'hommes jeunes, ça coïncide quand même assez souvent à l'arrivée bientôt de la ménopause. D'accord? Parce que vous avez globalement en moyenne du diagnostic vers 40 ans, donc on n'est pas très très loin de la ménopause, et tout s'enchaîne. C'est pour ça que là, je vous ai mis le niveau d'œstrogène chez la femme par âge. D'accord? Les œstrogènes, c'est elles qui nous donnent le désir, l'envie d'avoir des rapports sexuels, l'envie d'avoir des bébés. Là, vous voyez, ça, c'est les œstrogènes. Bam, ça monte, et arrivé à 35-40 ans, ça ne fait que descendre jusqu'au niveau le plus bas après la ménopause. D'accord? Alors, la libido chez une femme, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, un homme, il a sa testostérone énorme. Une femme, elle a un tout petit peu de testostérone. Ça ne suffit pas à créer le désir spontané. Nous, on n'a que du désir réactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du désir si la situation peut nous donner envie d'avoir un rapport sexuel, d'accord? Si on se sent bien, qu'on a du temps, qu'on n'est pas trop fatigué, qu'on a fait les lessives, qu'on a fait le drive, vous voyez, malheureusement, il y a d'abord toute la charge mentale et après, quand on est disponible, la libido peut s'activer, d'accord? Il n'y a que 2 moments dans la vie d'une femme où il y a de la libido spontanée, seuls 2 moments.
le nouveau partenaire, d'accord? La découverte, finalement, le goût du neuf et la surprise, et l'envie d'avoir des bébés. D'accord? Sinon, à part ça, la libido, elle s'étiole progressivement, tranquillement, mais sûrement. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais ça veut dire que chez une femme, la libido, ça se travaille. D'accord? On a 2 bras de levier de la libido et je vais vous expliquer tout à l'heure comment on va gérer cette libido. Alors, avant ça, il faut savoir que par rapport à la spirodermie, qu'est-ce qui peut faire en sorte que notre libido diminue encore plus? C'est les douleurs. Chez vous, il y a la sécheresse vaginale, d'accord? Bien évidemment, votre cerveau, comme pour l'homme, il est en mode protection. S'il associe rapport sexuel et douleur, il va vous protéger. Et heureusement, donc qu'est-ce qu'il va faire? Pas de libido, d'accord? Il va surtout pas créer de désir. Il ne va surtout pas créer de lubrification parce que ça serait trop dommage que vous vous forciez. Et si vous vous forcez quand même, quand un pénis essaie de rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? Bam! Il va se contracter de façon réflexe pour que rien ne passe. Le problème, c'est qu'on voudrait qu'il fasse exactement l'inverse. Parce que si vous essayez quand même d'avoir un rapport sexuel, c'est que vous, dans votre tête, vous êtes OK d'avoir un rapport sexuel. Enfin, j'espère, parce que vraiment, si vous n'êtes pas OK, sachez qu'on ne se force jamais, 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 d'accord? Mais si vous vous forcez, ça veut dire que vous en avez quand même envie. Mais si lui, il contracte, il fait ce qu'on appelle un vaginisme secondaire, il contracte son périnée, là, vous allez avoir encore plus mal et on va encore plus ancrer le cercle vicieux de la protection. D'accord? Ça, c'est le mécanisme qui fait que dans votre pathologie, on peut avoir encore plus de diminution comme ça. D'accord? Alors, tac, je vais vous parler. Alors, d'abord, je veux juste... Hop, on va faire ça. Je vais vous mettre de l'autre côté, sinon je ne vois plus mon écran. Alors, là, donc, on va aborder les traitements par rapport aux femmes. D'accord? C'est exactement comme les hommes. Le premier point, avant toute chose, c'est l'éducation thérapeutique. D'accord? C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est d'abord refaire un point sur comment ça marche, d'accord? La lubrification. Donc, déjà, je vais vous expliquer comment ça marche la lubrification. C'est pas une sécrétion d'hormones ou c'est pas une sécrétion de liquide. En fait, c'est qu'il faut que votre vulve elle soit bien cocooning et qu'il y ait un transsudat. C'est comme une transpiration en fait de votre vulve qui va venir lubrifier. Sauf que vous, dans la spirodermie, vous avez une sécheresse vaginale, une fibrose au niveau de la vulve, c'est ce qu'on appelle une atrophie vulvovaginale. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a plus de transsudat. D'accord? Ce qu'il faudrait qu'elle soit bien, bien cocooning. Et je vais vous expliquer pourquoi on va essayer de la rendre cocooning. D'accord? Ça, c'est le mécanisme de la sécheresse. La libido, je vous ai expliqué. La différence entre les hommes, les femmes, tout ça. Pour solutionner cette libido, pour travailler la libido, il faut déjà bien discuter avec son compagnon ou sa compagne d'ailleurs. Et il faut définir ce qu'on appelle le SMIC, le sexe minimal commun. D'accord? C'est-à-dire, il va y avoir forcément un gap. Parce que moi, je suis malade, j'ai mal, je suis fatiguée, et l'autre, il a hyper envie, elle ou lui, hein, d'accord? Et il va falloir voir ensemble si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Mais pour ne pas nourrir de frustration, il faut en parler. C'est pas juste se dire, oh ben, quand même, si une fois par semaine, ça devrait bien lui convenir. Eh ben, non, mais peut-être qu'en parler, ça va nous permettre de voir que finalement, oui, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça lui convient, mais il faut juste qu'il connaisse les règles. D'accord? Donc ça veut dire discuter. Si on peut, il faudrait essayer de le programmer. Alors, programmer un acte sexuel, comme ça, quand on dit ça, on se dit, oh là là, oui, ben, en fait, on va perdre toute la spontanéité. Il faut savoir que c'est très occidental de croire que la sexualité doit être hyper spontanée, ça doit être magique, ça doit être d'un coup comme ça. N'oubliez pas que l'amant et la maîtresse qui se retrouvent demain à 15h, eux, c'est hyper programmé, mais ils n'ont aucun problème de libido. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont anticipé le rapport sexuel de façon positive. C'est pas, oh là là, mince, ce soir, je vais être obligée de me forcer parce que ça fait 3 semaines. Non. Eux, toute la journée, voire depuis déjà 1 semaine, ils se disent, ah, on se voit demain, ils s'envoient des petits messages, des trucs comme ça. Et là, dans la vie du couple, on peut très bien faire ça. On peut programmer un rapport sexuel en sorte que ça soit une programmation positive. D'accord? Pour une femme, on a 2 façons de travailler la libido. La première, c'est l'orgasme. D'accord? C'est-à-dire que jamais je vous dirais qu'il faut se forcer à 2. Jamais, jamais, jamais. Autant se forcer toute seule, c'est ultra important. Ultra, ultra important.
Pourquoi? Dans la sclérodermie, on a dit que vous avez l'atrophie vulvovaginale, c'est-à-dire que tout est un peu rabougri comme ça à l'intérieur. Mais en plus, on a vu qu'on avait des problèmes neurologiques, d'accord? Donc, il va falloir qu'on montre à votre cerveau que c'est une zone qui va bien. Notre seule façon de montrer à votre cerveau que tout va bien, c'est de lui donner des informations positives et donc lui faire avoir des orgasmes pour qu'on ait une libération très forte de l'endorphine et que votre périnée ne soit pas une zone de no man's land. Parce qu'à partir du moment où le cerveau a ancré le fait que votre périnée, ça faisait mal, et bien après, allez vous battre pour qu'on essaye de combattre le reste. Hein. C'est très compliqué. D'accord? Donc, un orgasme, il faut savoir que pour juste maintenir à flot une libido, il faut un orgasme une fois par semaine. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, on sait qu'il se rappelle de l'effet bénéfique des endorphines de l'orgasme pendant 8 jours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un orgasme à plus de 8 jours, et ben votre cerveau, il se rappelle même plus que c'était sympa. Donc, il ne va pas en redemander comme ça. Donc, si on veut que votre libido vous appelle à un nouvel orgasme, il faut avoir un orgasme une fois par semaine. Mais vous, si vous avez mal, il faut en plus compenser la douleur. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un a mal, il nous faut au moins 2 orgasmes par semaine. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas à 2, on ne se force pas à 2. On se retrouve toute seule, on se réapproprie son périnée toute seule et on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est le premier levier de travail de la libido. Le deuxième levier de travail de la libido, c'est travailler l'imaginaire érotique. Ça veut dire quoi l'imaginaire érotique? Ça ne veut pas regarder du porno. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je ne suis pas contre le porno, c'est simplement, moi, je dois vous expliquer que ça ne va pas m'aider pour la suite. Le porno, si on veut avoir un orgasme tchic-tchac, pour le premier point dont je vous ai parlé par rapport à la libido, ok. Hyper efficace le porno, en moins de 2 minutes, vous pouvez avoir votre orgasme, c'est hyper stimulant. Le problème, c'est que moi, si je veux développer mon envie d'avoir des rapports sexuels, ça ne va pas m'aider. C'est comme si vous avez envie de manger gras et sucré, d'accord? Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va au McDo, d'accord? Mais on ne peut pas dire que le McDo, il vous a fait développer votre sens, les papilles, il ne vous a pas développé l'envie de faire à manger, nanana. Ben là, c'est pareil. Le porno, c'est efficace, mais ça ne va pas vous donner envie et stimuler l'imaginaire érotique. Pour ça, il faut avoir le moins d'images possible. Donc, écoutez des podcasts érotiques. Si vous avez Deezer, Spotify, il y a Vox, V-O-X-X-X, qui sont accessibles. Il y a Arsène qui vous parle, vous allez voir. Il y a plein de thèmes, d'accord? C'est très bien fait. On peut choisir si on veut une sexualité homosexuelle, hétérosexuelle, tout ce qu'on veut, d'accord? Il y a différents thèmes. C'est vraiment très bien fait. Surtout qu'en plus, on sait que ça, c'est des podcasts érotiques. Ce qu'on appelle féministe, ça ne veut pas dire que c'est féministe, en fait, ça veut juste dire qu'on respecte les gens qui font ça. Hein. C'est juste ça. Il y a aussi tout ce qui est BD, d'accord? L'intérêt d'une BD, c'est que ça a une image, mais en fait, c'est une image figée, donc ça vous laisse quand même beaucoup de place à l'imaginaire. Et encore mieux, c'est les nouvelles érotiques. Les nouvelles érotiques, ça, c'est très facile. Vous tapez sur Google. Là, le soir, quand vous êtes tous en train de geeker sur votre téléphone au lit, là, et que votre mari croit que vous êtes en train de lire Le Monde, eh ben, en fait, vous ne lisez pas Le Monde. Vous regardez une petite nouvelle érotique. Là, comme je vous l'ai dit, hein, vous tapez sur Google, il y a au moins une vingtaine de sites Internet qui vont vous parler qui vont vous expliquer tout ça. D'accord? Et ça nous permet de développer l'imaginaire érotique. Donc, pour conclure par rapport à la libido des femmes, 2 leviers, l'orgasme, au moins 1 fois par semaine pour la libido, s'il y a des douleurs, 2 fois par semaine, et l'imaginaire érotique avec le moins d'images possible. D'accord? Maintenant, ça, c'est la libido. Par rapport à la sclérodermie, on a dit, on a la sécheresse vaginale. D'accord? Qui est due bien sûr à la sclérodermie, mais comme j'ai noté, mais aussi au vieillissement. D'accord? L'atrophie vulvovaginale, même sans sclérodermie, malheureusement, une patiente ménopausée, 90% de chances que sa vulve elle soit toute flétrie. Et je dis ça sans jugement, puisque dans 15 ans, ça sera chez moi aussi, hein, d'accord? Mais ça veut dire qu'on peut faire des trucs. OK? Alors, on peut prévenir la sécheresse vaginale. Il y a plein de choses pour prévenir la sécheresse vaginale. La numéro 1, c'est d'avoir des orgasmes. On revient toujours à la même chose. Parce que quand vous avez un orgasme, il y a des contractions toniques très, très fortes au niveau du périnée que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça lance de la vascularisation très, très forte, d'accord, qui nous permet d'améliorer le cocooning de la vulve. C'est ce que j'ai noté, réappropriation périnéale. D'accord? C'est ce que je marque dans la conclusion de mes patients parce que je ne vais pas marquer masturbation, tout ça pour les médecins. C'est ça que je veux dire. Il y a aussi tout ce qui est rééducation périnéale.
D'accord? De la même façon que si vous aviez une fibrose au niveau du coude, vous iriez chez votre kiné pour regagner l'amplitude. Bah, si on a une constriction au niveau de l'entrée du vagin, et ben là, c'est pareil. La rééducation périnéale avec des massages périnéaux, que ce soit par la kiné, mais aussi après des automassages qu'elle vous apprend, et ben ça va nous permettre de réaméliorer la trophicité locale, l'élasticité locale. De la même façon qu'avec la sclérodermie, vous faites des massages un petit peu à droite à gauche, là où vous êtes un petit peu fibrosé, ben là, c'est pareil. D'accord? Sauf qu'en plus, comme on l'utilise moins souvent que sa bouche et ses bras, ben ça fibrose beaucoup plus rapidement. Si jamais on a carrément un espèce de vaginisme à cause de la fibrose, et ben là, on peut carrément utiliser les dilatateurs. C'est des petites bougies avec des diamètres progressivement plus gros, justement, pour que petit à petit, on réapprenne à la vulve à se dilater tranquillement. D'accord? On peut mettre des traitements locaux. Il y avait plusieurs questions par rapport à ça. Alors, vous m'avez parlé plus souvent de Réplance. Le Réplance, c'est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est bien, ça rend cocooning la vulve. Ça redonne un petit peu de peps à la vulve. On met aussi des probiotiques pour rétablir la flore locale, pour qu'il n'y ait pas trop de bactéries qui s'installent. Mais souvent, chez vous, ça ne suffira pas et on sera obligé de mettre ce qu'on appelle un traitement hormonal local. Ce n'est pas la même chose que le traitement de la ménopause, d'accord? Le traitement de la ménopause, c'est un traitement qu'on prend par la bouche, qui peut être contre-indiqué quand on a eu des antécédents de cancer du sein et ce genre de choses. Le traitement hormonal local, l'intérêt, c'est qu'il n'a aucune contre-indication. Aucune. C'est-à-dire que même si vous avez eu un cancer du sein hormonodépendant, eh ben on peut le mettre au niveau local parce qu'il n'a que très, très peu de passages systémiques. C'est-à-dire il reste au niveau du vagin et de l'utérus. Et là, l'effet, c'est quoi? Encore plus de vascularisation, encore une vulve beaucoup plus gonflée pour que justement, vous n'ayez plus les problèmes de sécheresse et qu'on ait de nouveau le transsudat, c'est-à-dire la transpiration, pour que vous ayez une meilleure lubrification. D'accord? De la même façon qu'on a les ondes de choc focales au niveau des hommes pour l'érection, eh ben on a les mêmes au niveau de la femme. C'est-à-dire que si vous avez, parce que vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle un lichen scléreux. C'est très souvent associé à la sclérodermie. Le lichen, c'est quoi? En fait, c'est une pathologie. Au départ, c'est un champignon, hein, d'accord? Mais il va normalement se cicatriser assez correctement si on le prend en charge correctement. Mais vous, dans la sclérodermie, eh ben, il y a une mauvaise cicatrisation du lichen. Et donc, vous avez des fois des parois toutes blanches au niveau du vagin et qui sont très difficiles à pénétrer d'une part, mais qui peuvent carrément démanger. Ça peut gratter. C'est vraiment très, très désagréable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les ondes de choc? On va venir casser la sclérose au niveau de la vulve, d'accord? On va casser toutes les adhérences pour recréer une cicatrisation dirigée, donc meilleure cicatrisation. Et comme chez les hommes, on va créer des nouveaux vaisseaux. Comme il y aura des nouveaux vaisseaux, hop, la vulve va se gorger plus correctement et on aura de nouveau une amélioration de la lubrification. Toujours le même objectif, d'accord? Donc ça, c'est tous les traitements qu'on peut faire au niveau de la lubrification, puisque c'est ça qui va vous permettre d'éviter la sécheresse et l'atrophie, d'accord? Bien sûr, dans la sclérodermie, on n'en a pas parlé parce que ce n'était pas le thème d'aujourd'hui, mais vous pouvez avoir des problèmes d'incontinence, des problèmes de spasticité des adducteurs, les muscles qui sont à l'intérieur de vos cuisses peuvent être serrés, des douleurs, d'accord? Là aussi, si on veut traiter un problème sexuel, il faut gérer tous les troubles secondaires liés à la maladie, d'accord? Parce que ça ne sert à rien de donner un traitement hormonal local ou de faire des ondes focales si vos adducteurs ils sont comme ça et qu'on ne peut plus écarter vos jambes, d'accord? Là, ça veut dire kiné, antalgie et ainsi de suite, hein? D'accord? Alors, hop, là, je vous ai mis quoi? Là, je vous ai mis justement, je vous ai parlé de l'ANDAR. L'ANDAR, c'est l'association des polyarthrites rhumatoïdes qui ont fait un prospectus sur la sexualité magnifique. Donc là, je vous mets pourquoi? Je vous ai juste mis ça pour savoir que ça existe. Vous pourrez le trouver sur Internet, il est très complet. Mais là, finalement, votre pathologie, elle peut s'apparenter à n'importe quelle pathologie chronique et vous allez voir que ce qu'ils disent, c'est que ça vous touche aussi. Acceptez les changements liés à la maladie. Alors, bien sûr, vous avez vu la première chose qu'ils me disent, hein, plus facile à dire qu'à faire. Oui, ça c'est sûr. Merci de me dire que je dois me trouver belle avec une tête comme ça, avec les corticoïdes. C'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord? Ils vous disent, ne négligez pas votre apparence, tout ça. Et l'amour est un excellent antalgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous avez un orgasme, ça libère des endorphines énormément. C'est l'équivalent d'un Actiskénan 10, c'est-à-dire un comprimé de morphine. Hein. Et moi, j'avoue, je préfère que vous ayez 2 orgasmes par jour plutôt que vous preniez 2 Actiskénan par jour. Hein. D'accord? Là, ils disent quoi? Préparez-vous et préparez votre corps. Ben oui, vous avez des atrophies à droite à gauche. Vous vous préparez chaque fois que vous allez avoir une activité physique.
Mais quand vous avez un rapport sexuel, vous faites comme si ça allait être OK. Ben non, en fait, là, c'est pareil. Si vous avez besoin de relâcher vos muscles, vous pouvez prendre un bain chaud, vous pouvez même prendre un antalgique. On a le droit de prendre un antalgique avant les rapports sexuels si on a envie d'avoir un rapport sexuel. D'accord? Et bien sûr, là, vous avez vu, il n'y a pas que la pénétration dans les rapports sexuels. Et pourquoi je vous ai mis ça? Parce que c'est ultra important, ça. Et oui, on peut avoir des rapports sexuels ultra qui vous comblent et qui vous donnent beaucoup de plaisir sans toutefois avoir de pénétration. D'accord? Tous les préliminaires, ils servent à ça. D'accord? Donc, on peut avoir une vie sexuelle tout à fait épanouie, que ça soit chez les hommes et chez les femmes, sans pénétration. D'accord? Dans cette brochure, ils ont fait un espèce de Kama Sutra selon les problèmes et les douleurs que les gens rencontrent. Alors là, je vous ai mis juste les premières figures, mais il y a une vingtaine de figures qui sont mises dans ce prospectus. Et c'est hyper bien parce que, voilà, selon si j'ai mal aux adducteurs, justement, selon si j'ai mal au dos, selon si j'ai mal aux hanches, et ben voilà, ils vont vous dire quelles positions sont adaptées par rapport à vos douleurs. Parce que, justement, on le programme, mais on peut aussi être un peu malin et réfléchir en amont à ce qui va nous donner du plaisir et ce qui va éviter de nous faire mal. D'accord? Voilà. Là, j'ai fait le tour en 50 minutes sur tous les troubles sexuels que vous pouvez rencontrer, que ce soit les hommes, les femmes, la prise en charge et tout ça. J'ai essayé de répondre aux questions qui étaient posées parce qu'il y avait beaucoup de questions sur la libido, sur la sécheresse vaginale, sur la prise en charge. Mais si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me mettre ça sur le chat et comme ça, je vous réponds. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas. Un grand merci, Dr. Bloom, pour cette présentation assez variée, assez précise et qui nous donne un éventail de tout ce qui peut arriver, mais de tout ce qui peut être fait aussi. Donc, nous avons abordé, je crois, toutes les questions que vous aviez. Je suis en train de regarder en même temps les courriers. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y en a beaucoup, donc c'est difficile de les relire toutes au dernier moment. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, je crois pas. Il y a des remerciements, ça oui. Il n'y a pas de questions. Alors là, il y a écrit lichen scléreux. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais pour répondre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que c'est des pathologies qui sont associées et qui, déjà chez quelqu'un qui n'a pas une sclérodermie, sont un gros casse-tête pour nous, médecins. C'est-à-dire qu'on met des corticoïdes à tire-larigot. Le problème des corticoïdes locaux, c'est que ça affine la peau. Donc, vous avez plus de lichen, mais quand il y a une pénétration, et ben hop là, ça peut léser, ça peut faire des petites lésions au niveau de votre vulve. Donc, c'est tout un cercle vicieux. C'est pour ça que maintenant, ce qu'on fait, nous, chez nous, c'est qu'on met d'abord des ondes de choc focales pour libérer toutes les adhérences. On essaie de faire au mieux. Et après seulement, on remet en place les traitements locaux. Alors, en fait, la question de la douleur et venant de la sécheresse, en fait, la dyspareunie, ça veut juste dire j'ai mal lors des rapports sexuels. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est la sécheresse qui vous fait mal, mais elle se pérennise, en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une dyspareunie. Mais c'est la sécheresse qui vous donne des douleurs, bien sûr. Alors, est-il possible de savoir où trouver la documentation? Alors, c'est l'ANDAR, A-N-D-A-R. C'est l'association de la polyarthrite rhumatoïde. Mais vous pouvez aussi trouver sur les sites de la sclérose en plaques. Sclérose en plaques et polyarthrite rhumatoïde, c'est des pathologies qui peuvent un peu, notamment dans le fait que ça soit des pathologies chroniques, avec des médicaments, des choses comme ça, une fatigabilité, on peut quand même bien mettre un parallèle avec la sclérodermie. Et pour obtenir la brochure, il suffit d'appeler l'ANDAR et vous l'envoie. Et vous pouvez me faire une demande sur Internet. Le traitement hormonal classique est tout à fait compatible avec le traitement hormonal local. C'est-à-dire qu'on peut avoir et un traitement général et un traitement hormonal local parce que souvent le traitement hormonal général ne suffit pas à nous améliorer la trophicité locale. D'accord ? Qu'est-ce que vous appelez le traitement hormonal local? Ce sont des crèmes, Alors, c'est des crèmes et des ovules. En fait, en général, moi, je prescris les deux et la patiente voit ce qui est le mieux toléré pour elle. Parce que des fois, les gens préfèrent mettre de la crème,
Des fois, les gens préfèrent mettre des ovules, des fois, ça ressort. Enfin, c'est un peu à la discrétion de chacun. Pour un homme qui consultait en priorité. Alors, il faut soit qu'il consulte un sexologue, comme moi, ou un urologue. Simplement, il faut être sûr que l'urologue, il a fait un petit DU d'andrologie quand même, un petit peu de sexo. Parce que sinon, il va lui dire, oui, enfin bon, je ne connais pas votre pathologie, et voilà. Mais pour un homme, on n'a pas tellement besoin de connaître la sclérodermie, parce qu'en fait, c'est les mêmes mécanismes que chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il va avoir des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation. Les problèmes d'éjaculation, vous avez vu, on n'a pas tellement de traitement. Hein. Ça, j'avoue, même on peut dire qu'on n'en a pas du tout. Mais en tout cas, pour l'érection, ça sera la même prise en charge que n'importe quel patient. Donc, il peut aller voir un urologue sans aucun souci. D'accord? Il y a la question sur la rééducation avec une sonde qu'on fait souvent après un accouchement aussi. Est-ce que vous la voyez, la question? Alors, je ne la vois pas, mais... Si jamais la rééducation par une sonde avec une sage-femme ne suffit pas, y a-t-il une autre solution? Ouais. Alors, la sonde, elle est là pour faire un renforcement du périnée. D'accord? Mais vous n'avez pas un problème de renforcement du périnée. On a même l'inverse. On a besoin d'apprendre à relâcher son périnée. Donc, quand on fait une ordonnance de rééducation pour une sclérodermie, c'est exactement l'inverse. Nous, il faut qu'on apprenne à relâcher. Donc, on n'a pas besoin de sonde. Nous, il faut du travail manuel pour qu'elle vienne masser, qu'elle apprenne à relâcher les muscles et qu'il y ait un feedback du rééducateur direct. Bon, là, vous relâchez bien devant, vous ne relâchez pas bien derrière, et ainsi de suite. Et qu'on vienne faire en fait une distension musculaire et qu'on apprenne les auto-exercices pour relâcher le périnée. D'accord. Oui, alors, une question qui était là, la conférence est enregistrée. Effectivement, elle est enregistrée. Elle sera dans quelques jours disponible sur la chaîne YouTube de l'association. La dernière question, vous la voyez? Ouais, pas du tout. Il n'a pas du tout les mêmes effets secondaires. C'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est un effet local, justement. On n'a que 0,2% du traitement qui passe en systémique dans votre corps. Donc, aucun effet indésirable. En général, moi, ce que je fais, c'est que je prescris d'abord 1 mois de cicatridine avec l'acide hyaluronique et des probiotiques pour préparer un peu votre vulve. Et après, on met les hormones. Pas les hormones tout de suite parce que ça peut brûler. C'est un peu comme quand vous avez la peau sèche. Si vous mettez un produit qui est très actif, hydratant, ça peut vous picoter. Donc, d'abord, on met du gras et après, on met le traitement hormonal local. D'accord? En général, c'est ce que je fais. 1 mois de traitement par acide hyaluronique, donc cicatridine. Et pour répondre à la question qui vient d'être posée, moi, je mets des probiotiques, je mets le Lactibian Tolérance parce qu'il me permet, comme vous êtes en général pas trop loin de la ménopause, ça me permet d'avoir une action sur le vagin, sur l'utérus et sur la vessie aussi, qui, quand on commence à avoir la ménopause, commence à être un petit peu hyperactive, vous énerver, vous faire pipi 10 fois par jour, vous donner des urgences. Comme ça, je fais un peu du global. D'accord? Mais n'importe quel probiotique, hein, là, je vous dis Lactibian, après, on va me dire que je ne suis pas payée par le labo, hein, c'est juste parce qu'il a beaucoup de souches. N'importe quel probiotique. Hein. Alors, est-ce possible d'obtenir une consultation pour avoir ces conseils de rééducation? Alors, en vrai, tout sexologue peut vous donner ce genre de conseils de rééducation. Aussi, toute sage-femme qui a une formation de sexologie va pouvoir vous traiter pour les femmes pour gérer justement la rééducation, plus ou moins les dilatateurs. Pour les hommes, comme on l'a dit tout à l'heure, là à l'instant, plutôt des urologues et des sexologues. Est-ce que c'est préférable de prendre quelqu'un qui connaît un peu la sclérodermie ou d'être orienté par le service qui nous suit à l'hôpital? Alors, ça peut être une option, tout à fait. Ça dépend des CHU. Hein. Ils n'ont peut-être pas forcément de prise en charge tracée. Ça dépend des CHU. Nous, on travaille avec le CHU régulièrement, mais ça dépend des villes. Après, très honnêtement, comme je vous ai dit, pour les hommes, c'est comme des troubles d'érection assez standards, puisque les mécanismes, ils sont les mêmes que si vous aviez une hypertension ou du cholestérol et tout ça. Et chez les femmes, il faut simplement que les gens soient un petit peu sensibilisés à tout ce qui est vaginisme, parce que c'est comme si, c'est pas le même mécanisme, mais finalement, la conclusion est la même, c'est que, hop, on a un serrement, sécheresse, une atrophie, qu'il va falloir détendre tout ça. Voilà. Quels sont les centres de prise en charge pour avoir un traitement adapté?
Ça dépend des villes, hein. Il y a pas de... Il y a pas de gros centre de prise en charge, en tout cas lié à votre pathologie. Il faut dire que votre pathologie, enfin, là, vous êtes très actif et c'est super, mais vous êtes encore un bébé par rapport aux grosses pathologies telles que la sclérose en plaques ou des choses qui... Il faut vraiment profiter de leur filon parce que c'est la même sorte de prise en charge. Donc, il faut suivre ceux qui ont un lobby très fort. Il ne faut pas hésiter à suivre les gros lobbies des associations de patients parce qu'il n'y a que vous qui faites avancer la prise en charge. Hein. D'accord? On l'a vu dans l'endométriose. Sans les associations d'endométriose, on en serait encore à des diagnostics complètement pourris à 7 ans de délai. Hein. D'accord? C'est vous qui poussez derrière les instances. Hein. Une question pratique, si jamais on organisait par exemple un atelier lors du congrès, est-ce qu'il vaut mieux aborder les sujets en échange plutôt, parce que c'est quand même plus facile que d'avoir des exercices à faire, ou en tout cas, est-ce que ça peut apporter aussi un échange pour les personnes qui ne peuvent pas, qui n'osent pas peut-être en parler avec leur médecin? Moi, je pense que c'est très important parce que vous avez un grand rôle d'information et pour que le tabou soit levé. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que le tabou soit levé. Le problème avec les praticiens, c'est que déjà, ils ont un tabou qui est important et surtout, ils ne savent pas quoi en faire. Mais à minima, dire à votre rhumatologue, j'ai des dyspareunies, enfin, j'ai des douleurs lors des rapports sexuels à cause de ma sécheresse, à cause de ma sclérodermie, ou j'ai des troubles de l'érection et je pense que c'est à cause de ma sclérodermie, c'est grâce à ça qu'on va faire changer les choses. Vraiment, c'est très important. Parce que eux, ils vont pas poser la question, ils ne savent pas quoi en faire. Mais si vous posez la question, eh ben, ils vont se dire, ah merde, à minima, il faut que je trouve quelqu'un. Parce que nous, les médecins, on est très forts pour savoir quand même qu'à un moment donné, notre expertise s'arrête. Et si on ne sait pas quoi faire, eh ben, on va trouver l'interlocuteur pour ça. D'accord? Et leur rôle, c'est ça aussi, de trouver l'interlocuteur pour que, ok, j'ai pas la solution, mais je vais vous trouver la solution. Un grand merci pour toutes ces réponses à ces questions. S'il n'y en a pas d'autres, on va vous laisser à votre soirée. Et puis, merci à tous les participants et participantes, parce qu'il y avait les deux. Merci de votre présence et des questions qui ont été posées. Si vous pensez à d'autres choses et que vous n'avez pas osé les poser, faites-le par mail et on essaiera avec le docteur Blum d'y répondre et de vous apporter aussi de l'aide. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Et puis à bientôt pour une prochaine conférence. Merci, docteur. Bonne soirée. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci Bonsoir. à vous tous. Bonsoir. Merci à vous tous. Bonne soirée tout le monde. Merci, Bonne bonsoir. soirée. Bonsoir. Merci la SF.